20 juin 2022, 13h30, heure de la grande édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Merci de rester informés à travers nos antennes dans les titres. Troisième édition du conclave des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour cette session, les travaux seront consacrés à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et déterminés à faire taire les armes dans des zones en proie. Sa promesse de la campagne électorale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo utilise toutes les voies possibles pour ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous allez suivre l'arrivée du chef de l'État à Nairobi en prélude du dit conclave. Un autre titre à suivre dans ce journal, rapatriement de restes des corps de Patrice Emery Lumumba. C'est aujourd'hui que la Belgique a remis officiellement la relique de l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. La restitution de la dent de Patrice Emery Lumumba s'est fait devant plusieurs officiels, Samalon Kondé à la tête d'une forte délégation séjourne déjà à Bruxelles et ici à Kinshasa. Les travaux de construction du mausolée devant accueillir cette partie du corps du héros national situé à l'échangeur de Limité et sur le point de finalisation. Tout de suite les développements de ces titres dans ces journaux. Restez en position d'écoute. Bienvenue à tous. Les rebelles de M23 et son allié le Rwanda ont eu tort de siéger les sols congolais. Ces terroristes qui déstabilisent l'Est de la RDC se verront pillés et dispersés en débandant de sous peu. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi utilise toutes les voies pouvant leur réduire en cendres. Au-delà de la campagne militaire lancée dernièrement sur le plan de la diplomatie, Félix-Antoine Tshisekedi fait entendre sa voix sur cette agression des rebelles de M23 appuyée par le Rwanda qui est victime de son pays. Suivez ces images du garant de la nation qui vient d'arriver à Nairobi où va se tenir les travaux du troisième conclave des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Images et commentaires. En descendant les marches de son avion présidentiel à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pairs de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunissent ce lundi au troisième conclave exclusivement consacré à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au Nord Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bunagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Ce dimanche 19 juin, les chefs d'état-major généraux de sept pays de la East African Community ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées aux chefs d'État, puis celle du volet politique avec les consultations des groupes armés menées par les professeurs Serge Tshibangu, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va dénoncer les doubles jeux de certains voisins et surtout exiger le retrait immédiat des troupes étrangères du sol congolais. Ce troisième conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de la RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux. 62 ans après la mort de Patrice Emery Lumumba, les Congolais se souviennent encore de cet assassinat en 1960 qui était suivi de l'élimination de son corps démembré puis dissous dans l'acide, acte qui constituait les moments sombres dans la page de l'histoire entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Et aujourd'hui, une autre page vient de s'ouvrir avec cette restitution de la dent du premier ministre de la République démocratique du Congo. La cérémonie a été retransmise en direct sur l'antenne de la télévision nationale congolaise. Je le disais tantôt à Kinshasa, les travaux de construction du mausolée devant accueillir cette partie du corps du héros national situé à l'échangeur des Limités et sur le point des finissages. Nous y reviendrons avec commentaires dans nos prochaines éditions. Vœux de l'indépendance pour cette année, les Congolais vont célébrer le retour du reste du corps du héros national Patrice Emery Lumumba. C'est aujourd'hui que la Belgique a restitué cette partie du corps de Lumumba à sa famille biologique et devant plusieurs officiels, les chefs de l'exécutif congolais et à la tête d'une forte délégation composée de quelques membres de son gouvernement.
Sûrement vers le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo dans son pays d'origine. À ce sujet, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé ce dimanche 19 juin 2022 en Belgique. Le retour des reliques de ces héros nationaux en République démocratique du Congo est le résultat de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment les choses vont se passer? Il y a tout un programme qui a été tracé depuis plus d'une année où on va procéder d'abord par la remise de la dépouille à la famille et c'est le procureur au niveau de la Belgique qui va procéder à le faire parce que c'est un acte juridique et après cela, politiquement, il faudra que la famille remette la dépouille au gouvernement et cette dépouille sera reçue par le Premier ministre qui va faire accompagner ceci de toutes les cérémonies nécessaires afin de ramener maintenant cela au pays. Il y a toute une équipe qui est organisée, qui est censée faire et suivre toutes les étapes. Il y a les cérémonies qui vont se passer en Belgique, il y a la population de Belgique, la diaspora, les Congolais de Belgique qui doivent venir donner les adieux à notre héros national. Il y a la famille biologique qui doit recevoir et organiser un deuil au niveau de sa province originaire. Et il y a aussi la tournée qui doit suivre de partout où notre héros a travaillé, puis poser des actes. Ça depuis doit circuler pour marquer l'histoire, parce que c'est vraiment mémorable pour nous. Et à la fin, ça sera à la veille de l'indépendance qu'on va lui offrir le sépulcre qui était préparé déjà pour lui. Tout est déjà en marche, il y a la construction qui se faisait depuis plus d'une année et nous sommes dans l'étape de finalisation de cet événement. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, est à la tête d'une importante délégation des membres de son gouvernement, composée entre autres du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. L'assassinat de Patrice Emery Lumumba, on en parle toujours dans ces journaux, un crime de guerre. Cet acte fait déjà l'objet d'une enquête judiciaire en Belgique. Cela fait suite d'une plainte de la famille du Premier ministre déposée pour identifier les auteurs de ces crimes. Elle a organisé un point de presse juste avant la cérémonie de restitution de la relique de Patrice Emery Lumumba. Suivez ce reportage. Ça aura été l'acte 1 du processus de rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. La conférence de presse qui s'est tenue sur son territoire, l'ambassade de la RDC auprès du Royaume de Belgique, un choix déterminant, un vœu de longue date qui se concrétise grâce à une volonté exprimée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'accompagner à sa demande la famille biologique de l'illustre disparu. S'il a manifesté cette volonté et il a envoyé les siens, ses conseillers et autres, et il s'est engagé à construire un mausolée au nom pour notre illustre disparu. Nous considérons que Kinshasa et le reste du Congo est prêt pour accueillir la dépouille de Lumumba. Lumumba retrouvera sa terre natale à l'issue d'un périple qui va être entamé au Palais d'Egmont à Bruxelles après une cérémonie officielle de la remise de ses restes par les officiels belges à sa descendance en présence des autorités congolaises. Le 20, ici à Bruxelles, au Palais d'Egmont, il y aura une cérémonie de remise par le procureur fédéral de restes de Patrice Lumumba à sa famille. Et tout de suite après, donc, ces restes seront mis dans un cercueil que nous avons amené de chez nous, dans un bois de chez nous, donc la terre de chez nous. Et ce cercueil est déjà présent ici en Belgique. Et Lumumba sera mis en bière, toujours au Palais d'Egmont. Et il y a au Palais d'Egmont une salle qu'on appelle la galerie. Et là-dedans, dans cette salle, il y aura le Premier ministre belge, et probablement notre Premier ministre et d'autres autorités congolaises qui vont recevoir cette dépouille qui a été remise à la famille Lumumba, qui vont la recevoir officiellement.
Représenté à cette cérémonie par le Premier ministre Samalou Kondé, dont l'arrivée dans la capitale belge est prévue ce dimanche 19 juin, le président Tshisekedi n'a ménagé aucun effort pour rendre possible, 61 ans après, le rapatriement des restes de celui qui a été déclaré, à juste titre, héros national. Le processus du rapatriement du Premier ministre du Congo indépendant était une question qui tient énormément le président de la République à cœur. Et donc c'est pour cela qu'il s'est totalement engagé pour accompagner la famille Lumumba à ce que ce rapatriement s'efface de la meilleure manière possible. Et bien avant d'ailleurs qu'il puisse recevoir la famille Lumumba, il avait tenu à le dire haut et fort lors de son itinérance dans les Grands Kasaï, quand il est arrivé à Onaloa, justement, en s'adressant à la population. Il avait tenu la promesse de faire rentrer Lumumba au pays de ses ancêtres. Il va matérialiser cette promesse. Voilà ce qui justifie la présence d'une délégation de la présidence ici à Bruxelles en Belgique. Pour cette circonstance exceptionnelle et historique, la République n'a pas fait dans la dentelle. L'A320 dénommé Patrice Emery Lumumba a été mobilisé pour aller, dirait-on, récupérer Lumumba afin de le ramener là où son histoire a débuté. À l'aéroport militaire de Belzbroek, l'émotion était à son comble. Plein d'émotions que nous nous trouvons aujourd'hui à Bruxelles pour un moment mémorable dans une réconciliation de l'histoire. Et un moment fort lorsque la compagnie nationale vient réconcilier l'histoire. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on se trouve ici, avec un soleil très radieux. Donc ce sont les prémices pour l'avenir. Lumumba est attendu le 21 juin prochain à Kinshasa, début d'un nouveau chapitre dont la première page s'écrira désormais avec un autre regard, une nouvelle plume. Autre chose à présent, encore moins personne ne peut arrêter cette vague de mobilisation derrière les forces armées congolaises qui font face aux agresseurs, au nombre de voix qui s'élèvent pour condamner les soutiens du Rwanda aux terroristes des M23 figure la jeunesse de la province de l'Ituri. À Bunia, par exemple, le vice-ministre des Affaires étrangères a mobilisé cette force vive pour apporter leur soutien à nos voyants militaires au front. Suivez ces reportages. Des mobilisations se multiplient à travers le pays pour soutenir et encourager le FARDC engagé au front au Nord Kivu et en Ituri contre les terroristes M23 appuyés par le Rwanda. Ce samedi 18 juin à Bunia, les partis politiques membres de l'Union sacrée coordination de l'Ituri sont entrés dans la danse à travers une marche organisée sur initiative de l'honorable Sami Adoubango, Aoto, digne fils de la province et acteur de la pacification de l'Ituri et vice-ministre des Affaires étrangères. Parti du rond-point Raoubank, cette marche a eu pour point de chute les ronds-points de Martyr. Occasion pour le président fédéral du parti cher, Apius Mouabiyoulou, ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, maître Antoine Denaya, de circonscrire l'essence de ces gestes patriotiques. Nous avons voulu soutenir le chef de l'État dans ses actions de pacifier l'Est du pays d'une manière générale et la province de l'Ituri d'une manière particulière. Vous allez constater avec nous, les gens ont répondu massivement, les partis politiques ont répondu massivement à signe de soutien qu'on apporte au FARDC et au chef de l'État. Je pense que c'est ça le message suprême. Dans notre speech, nous avons été clairs, nous avons demandé au chef de l'État pour que nous puissions gagner aujourd'hui la guerre. Il y a des militaires qui sont des traîtres. Je pense qu'ils sont déjà identifiés. L'autorité suprême ne doit pas traîner pour les révoquer de notre armée congolaise, y compris dans la police et les services de sécurité. Des habitants de Bunia interrogés Nejirki pour le retour de la paix dans ces deux provinces sous état de siège. Nous avons répondu activement. Nous avons mobilisé nos bases pour venir soutenir l'unique et la seule armée que nous avons.
qui est agressé aujourd'hui. Depuis le début du mois de juin, c'est pour la 3e fois qu'une marche de soutien et d'encouragement aux forces armées soit organisée à Bougnan, chef-lieu de l'Ituri, où les éléments de FARDC sous le commandement du lieutenant-général Boyankashima Johnny sont résolument engagés à éradiquer l'insécurité en cette période de l'état de siège. Paix et sécurité dans la région de Grand Lac. Le ministre de la Justice des pays membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac se sont réunis pour trouver des voies et moyens pouvant restaurer la paix dans cette sous-région. Pour cette deuxième conférence, la question de l'agression dans l'est de la République démocratique du Congo mérite bien un regard particulier, nous dit Joseph Oscar Mbalkaïch dans ses reportages. Ouverte par le Premier ministre le 16 juin 2022 à Kinshasa, la deuxième réunion des ministres de la Justice des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'est refermée un jour après, soit le 17 juin de l'année en cours. Cette rencontre qui a été organisée dans un contexte particulier, non seulement pour la RDC, mais également pour la région des Grands Lacs, CIRGL, notamment par la persistance des défis relatifs à la paix et à la sécurité dans la plupart des États qui composent cette organisation, a débouché sur des recommandations. Désigner la dite autorité centrale comme point de contact national pour l'entraide judiciaire dans toute législation interne pertinente, les traités bilatéraux et les conventions multilatérales conformément aux obligations régionales et internationales. C'est sur une note d'espoir que la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a clôturé ses travaux. Nous venons d'adopter de communs accords la déclaration de Kinshasa sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs, ainsi que les lignes directrices relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il nous reste maintenant à lier la parole à l'acte en mettant en œuvre tous les engagements souscrits afin de permettre aux autorités de poursuite de nos pays respectifs d'accomplir leur devoir, à savoir rechercher les infractions, appréhender les auteurs, réunir les preuves et les déférer si l'échec devant les juridictions compétentes. Les pays membres de la CIRGL évoluent dans un réseau de coopération pour lutter contre la criminalité frontalière et les crimes graves organisés commis sur leur sol respectif. 19 juin, c'était hier, journée mondiale consacrée à la célébration des drépanocytoses à Kinshasa. Cette date a été marquée par une campagne de sensibilisation de personnes atteintes de cette maladie. Des épouses et femmes médecins du Olomami s'est mobilisée à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, une première dans la province. Devant les officiels, la coordonnatrice de cette association a fait voir à tous la lutte que mène cette plateforme, celle de lutter contre la drépanocytose dans les Olomami. Pour le docteur Odette, cette maladie génétique est très répandue mais qui reste méconnue du grand public. Pour le moment, la drépanocytose reste incurable. Pour ce faire, un plaidoyer a été fait à l'endroit des décideurs. Nous, AFM, demandons et proposons 1. Aux autorités provinciales et nationales un accompagnement qui passe par la sensibilisation à la drépanocytose auprès de la jeunesse par son intégration dans le programme éducatif. L'appui à la construction de centres de dépistage et de traitement, le cas échéant, achat de matériel de dépistage d'électrophorèse. L'approvisionnement en médicaments pouvant soulager les patients atteints de cette maladie. Demandons à nos pasteurs de décourager en amont, d'éviter les mariages entre sujets hétérozygotes en exigeant les examens prénuptiaux avant toute bénédiction d'un nouveau mariage. Au personnel de santé, de parler de la drépanocytose par la confection de messages éducatifs adaptés pour la prévention de drépanocytose ainsi que des plaidoyers en vue d'une prise en charge holistique. Le commissaire général à la santé ad intérim Kayembe Janongo a appelé tout le monde à l'union pour sauver des vies humaines.
Les membres du Centre génétique humaine de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, les parents et tutelles des enfants albinos se sont retrouvés au cours d'une matinée d'échange. Ces derniers ont renforcé leurs connaissances sur le moyen de prévention des différentes maladies et risques qui subissent ces enfants. Images et commentaires. Une maladie héréditaire due au manque de la mélanine et provoque de la dépigmentation. Elle rend ainsi la personne vulnérable, ce qui constitue aussi un handicap. En cette journée internationale du 13 juin dédiée aux albinos pour la sensibilisation à l'albinisme sous le thème « Tous ensemble, unis pour faire entendre nos voix », Fanny Bomandekin, représentante personnelle du chef de l'État et présidente de la génération Fachi, est descendue à la Fondation Albinos à Montbéliard dans la commune de Limité pour sensibiliser cette catégorie de vulnérables et les soutenir en leur apportant un sourire à travers les repas de cœur partagés. Belle coïncidence avec la naissance du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pour Fanny Bomandekin, les albinos sont des personnes qui ont toutes les valeurs et tous les droits comme tout le monde. Ils méritent donc respect, considération et soutien pour l'entretien de leur peau. Pas de discrimination gratuite, a-t-elle martelé. Une véritable joie partagée pour ces albinos et leurs encadreurs qui ont bénéficié d'une marque d'estime de la part de cette représentante du chef de l'État. Un commentaire signé Rodé Panda. Kinshasa, bientôt la capitale de la poste panafricaine. La métropole congolaise va abriter du 4 au 14 juillet prochain la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Un cadre qui va permettre aux acteurs panafricains œuvrant dans les secteurs de la numérique de se mettre au même diapason de l'évolution technologique. En prélude de cette session, une conférence de presse a été organisée conjointement par le ministre de Postes et Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, l'autorité de régulation des postes et des télécommunications et la Société congolaise des postes et télécommunications. Les images. À la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa, les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a séjourné en Mbuji-Mayi en marge du lancement des travaux du Forum sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. Augustin Kibasa Maliba a précisé que ces forums rentrent dans le cadre de la Journée mondiale sur les télécommunications célébrée le 17 mai de chaque année. Les technologies numériques au service des personnes âgées et du vieillissement en bonne santé, c'est les thèmes retenus pour 2022 avec plusieurs sous-thèmes, notamment la réorganisation et les perspectives d'avenir du marché des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication après la publication de la loi numéro 20/017 relative aux télécommunications. Le ministre Augustin Kibasa Maliba s'est engagé à attirer le plus grand nombre d'investisseurs pour renforcer les taux de pénétration jusque-là faibles en RDC. Dans la soirée de cette même journée du mardi 14 juin, le directeur du cabinet des Pétentic a clôturé cette rencontre en soulignant que toutes les recommandations formulées par les participants vont enrichir les documents des politiques sectorielles. Pour Séraphin Umbaka Pépé, ces documents seront publiés par les ministères en vue de mettre en œuvre la politique nationale d'accès aux services de télécommunications à bas prix. Mettant à profit son séjour en Mbuji-Mayi, le ministre des Pétentic a procédé à la remise des équipements informatiques composés des ordinateurs, pimpants neufs, des onduleurs et des imprimantes à la mairie, à la division provinciale des Pétentic, à la poste, ainsi qu'à près de 5 communes du chef-lieu du Kasaï oriental. Notez qu'à l'arrivée du ministre Kibasa Maliba à Mbuji-Mayi, la population de cette partie du pays avait réservé un accueil chaleureux à celui qu'on appelle Mutoto wa Simba ni Simba. Attendez, le fils du lion est un lion à l'image de Kibasa Maliba les pères à Kibasa Maliba les fils. Dans la foulée, la présence des militants de l'IDPS Kibasa s'est fait grandement remarquable. Ces derniers sont venus honorer leur autorité morale. Mais malgré ça, la moni boyembi, bobini, la moni que bolakisi penda bolingo. Je vous exhorte à la paix et à l'unité. Ici, je suis en Mbuji-Mayi. Je me suis senti chez moi. Je n'ai senti aucune différence. Aimons-nous les uns
les autres. Boyembi Elongo, Boulakisi vraiment, Bolingo. Et la Sengbino, merci mille fois. Au total, 478 candidats ont passé leur concours d'admission à l'École nationale des finances. Ces récipiendaires viennent de 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo, dont l'âge varie de 20 à 40 ans moyenne. Le reportage que vous allez suivre, commenté par notre confrère Rikinzuzi Mayawel sur les images d'Henri Alimassi, c'est le lancement de ces épreuves. Au nombre de jeunes debout pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo figurent ceux de l'Église du Christ au Congo. Au-delà des prières et supplications, une contribution $1 a été initiée pour faire échec à l'occupant rwandais, aujourd'hui démasqué derrière les M23. Présent à ces cultes de jeunes de l'ECC en la cathédrale du centenaire protestant, sous la présidence de maître Willy Massaka, quelques officiers de FARDC, les représentants du ministre de la Jeunesse et les rapporteurs adjoints de la CENI. Ces derniers a d'ailleurs lancé un appel aux dons qui a pu avoir du répondant à l'instant même. D'une manière spéciale, la jeunesse protestante a déjà mis tous les mécanismes ensemble avec les jeunes, la jeunesse du Conseil national, pour que nous puissions mobiliser à la fois la jeunesse à la prière et aussi faire En marge de la journée de l'enfant africain, l'ONG Action pour le développement et droits de l'enfant et de la femme a procédé à la sensibilisation des écoliers sur l'histoire de cette journée, ainsi que les droits des enfants. C'est Dekinena pour les détails. En marge de la journée de l'enfant africain, tous les regards étaient sur des questions simples liées à la protection et promotion des droits de l'enfant. Pour plus de sensibilisation, Action pour le développement et les droits de l'enfant et de la femme a choisi l'EPA Matongé dans la commune de Kalamou. Sa coordonnatrice, Marie-Agnès Safi Mayali Bobaati, a révisité l'histoire en exhumant le massacre de Soweto qui a vu des enfants tombés sous le coup de balles de forces de l'ordre du régime de l'apartheid. Agnès Safi avait à ses côtés le secrétaire général de l'ADEF, Roger Marley Lukunga. Comme vous le savez, nous sommes donc l'ONG ADEF, Action pour le développement des droits des enfants et de la femme. Nous sommes arrivés ici au complexe scolaire salutiste EPA 1 et 2 pour la célébration de la journée internationale de l'enfant africain. Cette journée qui tombe donc le 16 juin de chaque année depuis 1976. Cette cérémonie, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la bravoure des enfants noirs sud-africains qui avaient bravé le gouvernement de l'époque. Et donc nous sommes arrivés ici pour la découverte des talents de certains élèves. Les élèves nous ont montré de quoi ils sont capables pour que nous puissions bien célébrer cette journée internationale de l'enfant. Dans la suite de cette journée de l'enfant africain, une série d'activités est prévue dans d'autres écoles. Africains. L'école primaire reste le socle de tout apprentissage. L'Institut de l'éducation physique, actuel collège Saint-Pierre au sein duquel s'organise l'option éducation physique, manque de matériels adéquats. Pour assurer la qualité des formations des élèves, les anciens de cette école de l'éducation physique sont venus à la rescousse en emportant un lot important des équipements sportifs à cet institut. Suivez ce reportage signé Rodi Panda. Plus de 30 ans après leurs études, au sein de l'Institut d'éducation physique IEPE, aujourd'hui devenu collège Saint-Pierre, avec en son sein plusieurs autres sections, les anciens élèves de la section pédagogique option éducation physique, réunis en association des anciens de l'IEP, viennent de répondre à un besoin de manque d'équipement criant dans cette option. Aujourd'hui restait l'ombre de lui-même. À peine 4 mois d'existence, cette association des anciens élèves de l'Institut de l'éducation physique vient déposer un geste de dotation en matériel dans cette école. Le lot est important, composé de ballons de volley-ball, de ballons de handball, de vareuses, de sifflets. La liste n'est pas exhaustive. Les délégués et représentants de l'association des anciens élèves de l'éducation physique, Didier Ilunga, a d'abord remercié l'initiateur et fondateur de cette association, Guy Sabata, qui se trouve présentement au Sénégal, tout en précisant que cette association compte plusieurs membres, non seulement à Kinshasa, mais aussi à travers le monde. Les élèves
par l'entremise de l'une d'entre elles, ont aussi remercié leur bienfaiteur tout en demandant que ce geste ne soit pas le dernier, mais qu'il soit plutôt continuel. Mouké Bikieti, préfet des études, les a rassurés pour une bonne gestion. Un autre temps fort de cette cérémonie, ce sont les différents témoignages des anciens, en commençant par Alain Ouazabanga, en 1992, fut premier vice-président de la CNES, Conférence nationale souveraine, et d'autres anciens, tous pour rassurer à ses élèves que cette option de l'éducation physique est pour la vie. D'autres anciens éducateurs étaient aussi associés, les cas de Willy Kandé et les autres encadrés. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute, accompagné des programmes de la RTNC. Bon après-midi à tous.